En moins de 2 ans, un pays longtemps jugé ingouvernable a forcé les états-majors à réécrire leur modèle. Les cartes qui classaient le Burkina Faso parmi les maillons fragiles affichent maintenant des couloirs fermés, des routes coupées et des bases insurgées qui se vident ou se déplacent. Que signifie, pour ceux qui vivent de ces cartes, l'irruption d'Ibrahim Traoré, capable de transformer le ciel en frontière active plutôt qu'en décor stratégique? Si la vitesse change de camp, que deviennent les certitudes des voisins et des puissances extérieures? Cette analyse suit un fil simple. Comment un changement invisible devient pivot régional quand un État enclavé cesse de subir le tempo? L'objectif est de comprendre comment la vitesse redessine la sécurité et la région. Le propos ne s'appuie pas sur des slogans, mais sur des signaux concrets déjà observés. Délais raccourcis, alertes mieux relayées, décisions prises plus près du terrain. À mesure que ces minutes gagnées s'additionnent, elles déplacent l'économie du risque. L'adversaire perd l'initiative, les communautés ajustent leur comportement et les capitales voisines recalculent leurs marges. L'enjeu dépasse la technique. Il touche à l'autonomie. Que se passe-t-il lorsqu'un pays longtemps perçu comme dépendant commence à définir seul les règles de sa sécurité? La suite déroulera des épisodes et des données pour relier 3 niveaux: population, renseignement, commandement, sans prêter d'intention non mentionnée dans la source. À la fin, il deviendra clair pourquoi une décision technique a pu devenir pari stratégique, et pourquoi ce pari oblige partenaires et adversaires à revoir leurs anciennes certitudes. La première révélation tient à un chiffre souvent négligé. En moins de 24 mois, le temps moyen de réaction militaire dans le nord du Burkina Faso a été compressé d'un facteur que les analystes peinent encore à modéliser. Cette contraction, parfois jusqu'à 12 minutes, n'est pas un simple gain opérationnel. Elle modifie la logique même de l'initiative tactique. La seconde révélation surprend davantage. Cette bascule n'a pas été déclenchée par une coalition extérieure, mais par un réagencement interne que peu d'observateurs attribuaient réellement au leadership d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre ce glissement, il faut revenir à ce que fut le terrain avant cette transition. Pendant des années, les groupes armés ont prospéré dans les interstices d'un système fragmenté. Ils franchissaient les frontières à l'aube, se dissolvaient dans les forêts au crépuscule et considéraient le pays non comme un espace souverain, mais comme un corridor ouvert où la géographie servait de refuge. L'armée nationale, étirée sur un maillage d'avant-postes trop espacé, dépendait largement de relais de renseignements lents, tributaires de bandes passantes étrangères. L'information arrivait souvent trop tard, des villages vivaient avec la sensation permanente qu'un danger pouvait surgir sans préavis. Les missions internationales tentaient d'amortir ces failles, mais leur cadence restait alignée sur des agendas éloignés des urgences locales. Les insurgés n'avaient pas besoin de dominer par la force brute, ils maîtrisaient l'écart entre détection et réaction. Leur avantage était temporel, non matériel. Le point d'inflexion survient lorsque l'idée, longtemps admise mais rarement appliquée, s'impose. Sans contrôle de l'air, le contrôle du sol reste illusoire. À partir du moment où le ciel cesse d'être une contrainte et devient multiplicateur de vitesse, le calcul stratégique change. Les premiers signes sont discrets. Des zones autrefois imprévisibles deviennent plus lisibles. Les alertes communautaires transitent plus vite et les patrouilles mobiles trouvent des traces plus cohérentes. Ces indices, encore fragmentaires, forment pourtant la matrice d'une dynamique nouvelle. Ils montrent comment un système dispersé commence à se resserrer autour d'un principe, réduire l'écart temporel pour reprendre l'initiative. Et c'est dans cette cohérence que s'esquisse la doctrine émergente portée sous Ibrahim Traoré. Dans les premiers mois, le changement ne se lit pas d'abord dans les communiqués, mais dans les récits de terrain. Un fil conducteur apparaît. Certaines zones jadis réputées impraticables deviennent plus prévisibles, non parce que la menace disparaît, mais parce que le temps de réponse cesse d'être un angle mort. Les unités locales, confrontées depuis longtemps à des procédures lourdes, constatent que les demandes de reconnaissance sont traitées plus vite et que les confirmations reviennent désormais en minutes plutôt qu'en heures. Cette variation, presque invisible pour l'observateur extérieur, recompose la manière dont le risque est perçu. Un premier cas illustre ce déplacement. Lors d'une patrouille de routine, des éleveurs qui, d'ordinaire, évitaient tout contact, évoquent une baisse inhabituelle de passages armés près de leur pâturage. Le détail paraît mineur,
Pourtant, il signale un glissement. Le danger ne circule plus avec la même liberté. Et les itinéraires cessent d'être évidents. Une autre scène, dans un village frontalier, rend la mécanique encore plus claire. Une cellule d'alerte communautaire transmet une observation en moins de 5 minutes, là où il fallait auparavant près d'une demi-heure. Ce seul raccourcissement change l'ordre des possibilités. Une petite équipe mobile peut arriver avant la dispersion habituelle des groupes hostiles, et les habitants voient qu'une réponse rapide n'est plus théorique. Les hésitations diminuent, les signalements gagnent en précision, et la chaîne de coordination se resserre. Le bénéfice immédiat n'est pas seulement tactique. Il touche à la relation entre population, renseignement et décision. La rapidité redéfinit la sécurité. Ensuite, la bascule devient plus nette, parce qu'elle se déroule en séquence. L'activation commence sans annonce. Des vols d'essai s'enchaînent, discrets, réguliers, presque routiniers. Les pilotes répètent des trajectoires basses, vérifient des capteurs thermiques, ajustent des approches nocturnes. Au sol, les demandes de reconnaissance cessent d'attendre. Elles circulent plus vite. Dans les postes avancés, l'impression dominante n'est pas l'euphorie, mais le changement de cadence. Une alerte majeure survient ensuite, au crépuscule, selon une logique ancienne. Une colonne armée franchit la frontière, comptant sur le retard prévisible entre l'observation et la réponse. Le signal part d'une veille communautaire, puis passe à une patrouille, puis arrive à un opérateur. La chaîne ne se rompt pas, elle se comprime. En 12 minutes, un appareil décolle. En 24, la colonne se disperse avant d'atteindre sa zone de regroupement. Pour la première fois depuis des années, l'avantage temporel change de main. Le point culminant n'est pas une bataille spectaculaire. Il se trouve dans la réaction adverse, immédiate, méthodique. Les groupes hostiles fragmentent leurs convois, réduisent la taille des unités, multiplient les itinéraires. Ils tentent des passages simultanés pour saturer la détection et diluer la responsabilité. Des routes autrefois sûres sont évitées, non par prudence morale, mais par calcul. Dans ce jeu, l'incertitude devient une contrainte permanente, même lorsqu'aucun appareil n'est visible. Face à ces contournements, la réponse nationale s'adapte sans changer de principe. Les cartes sont réécrites plus souvent, non pour embellir, mais pour suivre des trajectoires qui se déplacent. Les couloirs de fuite, jadis considérés comme évidents, deviennent des zones battues par des patrouilles aériennes. L'adversaire hésite davantage, commet des erreurs plus coûteuses, renonce à certains rassemblements prolongés. Le simple bruit d'un rotor, réel ou anticipé, suffit à modifier la décision d'une cellule. La pression s'installe par accumulation, minute après minute. C'est à ce stade que le rôle d'Ibrahim Traoré devient lisible dans le récit des analystes, non comme un catalogue de matériel, mais comme une réorganisation. Le cœur n'est pas l'engin, c'est le système qui le rend opérant. Capteurs, procédures, coordination, réactivité, communautaire, décision. La transformation inverse, l'économie du risque, priver l'adversaire de son carburant principal, l'initiative. Elle renverse aussi une séquence d'usure où, auparavant, chaque retard offrait un refuge. Dans ce nouveau rythme, l'erreur s'amplifie et le retard se paie. Les répliques apparaissent ensuite, plus lentes, plus humaines. Des villages proches des frontières rapportent moins d'incursions nocturnes. Les patrouilles retrouvent des traces plus cohérentes, comme si les itinéraires perdaient leur invisibilité. Des réseaux d'éleveurs signalent une baisse de mouvements suspects et une attention nouvelle aux alertes. Des sanctuaires insurgés se vident ou glissent vers le sud, hors de l'espace désormais surveillé. Il ne s'agit pas d'une victoire éclatante, c'est une érosion méthodique où chaque attaque manquée ouvre un intervalle pour consolider le dispositif. À mesure que les missions se multiplient, la région ajuste ses propres calculs. Des capitales voisines recalibrent les risques. Des contingents étrangers réévaluent leur modèle d'intervention. Des alliances hostiles se reconfigurent sous contrainte, car la mobilité devient plus chère. Dans cette dynamique, la doctrine associée à Ibrahim Traoré ne change pas seulement une carte nationale, elle agit au-delà des frontières en imposant un tempo que d'autres doivent désormais intégrer. Pour donner une ossature à cette dynamique, 3 repères chiffrés suffisent à éclairer l'essentiel. Avant la réforme, le repère le plus simple était aussi le plus cruel. Le délai moyen entre détection et réaction dépassait régulièrement 45 minutes. Dans un espace où les groupes armés exploitent chaque intervalle, cette durée offrait une marge d'évasion presque garantie. Aujourd'hui,
Ce même délai descend par moment à 12 minutes, ce qui comprime la fenêtre tactique disponible et réduit l'avantage historique fondé sur la fuite. Cette première mesure ne vaut que si l'on en traduit la signification. Passer de 45 à 12 minutes, ce n'est pas seulement aller plus vite, c'est déplacer le moment où l'adversaire peut se disperser, masquer ses traces ou franchir une ligne. Quand la fenêtre se referme, les options se raréfient. Moins de temps pour choisir une route, moins de temps pour se fondre dans un couvert, moins de temps pour coordonner un repli. La vitesse devient alors une contrainte imposée à l'autre camp, pas un simple confort pour le sien. La deuxième mesure concerne la couverture opérationnelle des zones frontalières lors des heures sensibles. Auparavant, les patrouilles aériennes ne couvraient qu'environ 18% des secteurs critiques. Désormais, cette couverture dépasse 40% selon plusieurs officiers impliqués dans la coordination. Le saut n'est pas une statistique décorative. Il transforme la géographie perçue du terrain. Un espace fragmenté, ponctué d'angles morts, tend vers un schéma plus continu où l'adversaire doit supposer qu'il peut être vu, suivi et contraint de changer d'itinéraire. Ici encore, l'enjeu est plus large que l'outil. Quand la couverture augmente, les routes cessent d'être des habitudes. Les groupes hostiles fragmentent davantage leurs unités, évitent les rassemblements prolongés, multiplient les détours. Ce comportement indique, selon les mêmes témoignages, une perte de confiance dans les routines de mobilité. Même en l'absence d'un appareil visible, la possibilité permanente d'une intervention venue du ciel s'invite dans le calcul comme une taxe psychologique prélevée à chaque déplacement. La troisième mesure touche au maillon le plus discret, la réactivité communautaire. Avant la transformation, relayer une alerte villageoise pouvait prendre 30 minutes. Les équipes locales rapportent aujourd'hui des transmissions en 5 minutes grâce à des protocoles simplifiés. Cette réduction change le rôle des communautés. Elles ne sont plus seulement des victimes en attente, mais des capteurs avancés du dispositif. Et plus la chaîne est courte, plus l'information conserve sa valeur, parce qu'elle arrive avant que la scène n'ait été nettoyée par la fuite. Ces trois deltas forment une ossature quantifiable d'une doctrine émergente. Ils n'expliquent pas tout, mais ils indiquent une cohérence. Chaque minute gagnée augmente la pression cumulative sur les réseaux hostiles, jusqu'à produire ce que certains analystes décrivent comme un effet d'engrenage, tactique autant que psychologique. L'influence d'Ibrahim Traoré apparaît alors dans l'intégration de ces mesures à une vision. Au Sahel, la supériorité locale ne se lie pas seulement en puissance de feu, mais en compression du temps. La question qui suit est inévitable. Si l'adversaire s'adapte toujours, ce système peut-il durer ou n'est-il qu'une parenthèse ? Deux thèses s'affrontent à propos de la transformation sécuritaire observée au Burkina Faso. La première soutient que l'avantage aérien ne peut produire qu'un effet provisoire. Selon cette lecture, les groupes armés disposent d'une plasticité quasi illimitée. Ils fractionnent leurs unités, changent d'horaire, déplacent leurs routes, se fondent dans la population et exploitent la moindre faille logistique. Dans ce cadre, toute amélioration technique finit par être contournée. L'initiative reviendrait donc tôt ou tard à ceux qui maîtrisent l'adaptation, pas à ceux qui accélèrent. La seconde thèse affirme au contraire que le basculement est durable parce qu'il ne repose pas sur un outil isolé, mais sur une synchronisation. Ce qui change, disent ses partisans, c'est la boucle complète. Renseignements consolidés, procédures plus courtes, décisions plus proches du terrain et réponses qui arrivent avant la dispersion habituelle. L'avantage naîtrait moins du ciel en lui-même que de la manière dont il resserre le temps entre signalement et action. Autrement dit, la structure compte davantage que la plateforme. Pour arbitrer, il faut revenir à des indices explicitement observés dans la source. D'abord, la contraction répétée des délais. Un passage d'un repère de plus de 45 minutes à des pointes à 12 minutes ne correspond pas seulement à une meilleure exécution, mais à une réduction de la marge d'évasion. Ensuite, la hausse de couverture lors des heures sensibles, d'environ 18% à plus de 40%, indique un déplacement du terrain perçu. Des couloirs réputés sûrs deviennent des couloirs à risque. Enfin, le relais communautaire qui descend de 30 à 5 minutes montre que la vitesse n'est pas confinée aux étapes majeures, elle remonte depuis le terrain. Ces éléments n'annulent pas l'adaptation adverse, ils la contraignent. La fragmentation des convois et l'abandon de certaines routes, décrits comme des mutations simultanées, ressemblent moins à une simple ruse qu'à un rétrécissement de l'espace d'action.
La conclusion prudente est donc double. Un cycle d'ajustement demeure, mais la réactivité nationale a, pour la première fois, pris l'ascendant temporel. Et c'est précisément là que le milieu du récit se dévoile, en une formule simple. Le ciel devient une contrainte permanente. Un point charnière apparaît quand des signaux jusque-là dispersés convergent. Baisse des incursions nocturnes près des frontières, fragmentation accélérée des groupes armés, déplacement de certaines cellules vers des zones plus éloignées du nord. Ce qui pouvait passer pour une simple montée en capacité se révèle être une reconfiguration plus profonde, parce qu'elle touche autant au comportement qu'aux positions. Le détail décisif n'est pas une nouvelle machine, mais une nouvelle anticipation. Les réseaux hostiles cessent d'évaluer seulement les mouvements au sol. Ils doivent intégrer la possibilité constante d'une intervention venue du ciel, même quand rien ne semble bouger. Cette présence potentielle agit comme une pression psychologique qui déforme la prise de décision à tous les niveaux. Itinéraire plus hésitant, rassemblement plus court, détour plus coûteux. À l'échelle régionale, l'effet dépasse le territoire. Les observateurs comprennent que le pays n'agit plus uniquement sur sa propre carte. Il influence les calculs de ses voisins qui ajustent leurs dispositifs pour éviter d'être entraînés dans une escalade non maîtrisée. Dans ce moment, la doctrine associée à Ibrahim Traoré modifie autant les rapports de force que les attentes qui les produisent. Les conséquences concrètes se lisent ensuite à 4 niveaux. Pour l'appareil d'État, la première conséquence est une crédibilité opérationnelle retrouvée parce que la décision cesse d'être en retard sur l'événement. Quand un délai de réaction peut tomber ponctuellement à 12 minutes, l'administration n'est plus seulement en mode urgence, elle peut organiser la consolidation. Cette compression du temps libère des marges, moins d'énergie absorbée par la course permanente, davantage consacrée à tenir des zones et à rendre l'action plus lisible. Elle soutient aussi une autonomie accrue des centres de commandement, désormais moins dépendants de relais extérieurs pour faire circuler l'information au bon moment. Pour l'économie, l'effet est indirect mais structurant. Un risque plus prévisible pèse sur les itinéraires, les coûts et les décisions de reprise. La baisse rapportée des incursions dans plusieurs zones du Nord réduit les perturbations sur des axes commerciaux et sur des couloirs pastoraux, ce qui change la manière d'anticiper un trajet. Des transporteurs évoquent une diminution des interruptions forcées, signe que la logistique peut redevenir planifiable, même sans promesse d'absence totale de menaces. Dans ce contexte, des PME locales envisagent de réactiver des circuits suspendus, non par optimisme naïf, mais parce qu'un tempo stabilisé rend le calcul moins aveugle. Pour les populations, le bénéfice le plus immédiat n'est pas une statistique, mais un changement de comportement. Le simple fait de savoir qu'une réponse peut partir vite et que l'alerte peut être relayée en 5 minutes plutôt qu'en 30, transforme la relation au signalement. Davantage d'informations remontent et elles arrivent plus fraîches. Cette participation n'est pas automatique. Elle se construit lorsque les habitants constatent que leur message produit un effet visible, avant la dispersion habituelle des groupes hostiles. C'est aussi là que la doctrine impulsée sous Ibrahim Traoré prend une dimension sociale. La vitesse devient un outil de réassurance qui réduit le sentiment d'abandon sans prétendre effacer la peur. Pour l'échelle régionale, la conséquence est un recalcul généralisé des marges et des scénarios. Les capitales voisines observent la diminution de certaines incursions au nord du Burkina Faso et intègrent l'idée qu'un voisin plus réactif peut déplacer la pression le long des frontières. Le Mali et le Niger, déjà engagés dans une recomposition sécuritaire, perçoivent l'intérêt d'un partenaire capable d'influencer les corridors transfrontaliers, tout en sachant que ces corridors peuvent se déplacer plutôt que disparaître. En parallèle, des acteurs extérieurs réévaluent leur modèle d'intervention, redoutant qu'une opération mal calibrée n'enclenche une séquence difficile à contrôler, preuve que les anciennes grilles de lecture ne suffisent plus. Pour projeter la suite, 3 trajectoires possibles se dessinent à partir des tendances décrites, sans qu'aucune ne puisse être annoncée comme certaine. Le point commun est simple, la vitesse agit comme une ressource. Elle se conserve ou se perd selon la logistique, la doctrine et la cohérence de la chaîne. Dans le scénario de base, le plus plausible, le système se stabilise sans basculer vers une victoire totale.
Les délais restent compressés et la boucle renseignement-décision continue de fonctionner, même si les capacités aériennes demeurent sollicitées à la limite. Les groupes armés s'adaptent, mais sans retrouver l'initiative temporelle qui leur donnait autrefois une marge d'évasion quasi garantie. Les voisins poursuivent une prudence active. Ils ajustent leur modèle de risque, modifient des postures frontalières, mais évitent une confrontation ouverte. Le résultat est un équilibre fragile où la réactivité nationale contient la menace sans la neutraliser entièrement. Dans un scénario optimiste, la dynamique s'approfondit parce que la continuité devient plus robuste. Une amélioration de la maintenance et des flux de soutien permet de maintenir les appareils en opération plus régulièrement. L'intégration des sources de renseignement progresse et les protocoles deviennent plus uniformes, ce qui réduit les angles morts. Les communautés, encouragées par la preuve qu'une alerte déclenche une réponse, renforcent leur rôle de capteur. Dans ce cadre, une coopération régionale plus affirmée pourrait émerger, non comme une coalition imposée, mais comme une coordination rendue rationnelle par la prévisibilité accrue des corridors. Dans un scénario pessimiste, la ressource vitesse s'érode sous surcharge. Les cycles d'entretien s'allongent, les plateformes passent plus de temps au sol et les insurgés exploitent les intervalles pour reprendre l'initiative dans certaines zones. En parallèle, une pression géopolitique accrue, qu'elle vienne d'inquiétudes externes ou de frictions régionales, augmente le risque d'interprétation erronée. Une surenchère discrète entre États voisins peut alors transformer chaque opération en signal politique, rendant le terrain plus coûteux et plus instable. La recommandation mentale pour lire ces mois à venir est de traiter la vitesse comme une variable à protéger, pas comme un trophée. La question utile n'est pas qui est le plus fort, mais qui conserve la boucle la plus courte et à quel prix. Pour relier ces dynamiques à ce que l'on peut ressentir ou observer au quotidien, 3 angles aident à rester concret. Le premier angle est celui des habitants directement exposés. Quand les incursions nocturnes diminuent dans certaines zones et que les alertes circulent plus vite, la sécurité se mesure en minutes gagnées sur la peur, pas en slogan. Le fait qu'un signalement puisse partir en 5 minutes plutôt qu'en 30 change des décisions ordinaires. L'heure à laquelle on se déplace, le trajet qu'on ose reprendre, la manière dont on protège un troupeau ou la prudence qu'on impose aux enfants. Ce n'est pas un apaisement total, c'est une respiration conditionnelle, liée à la perception qu'une réponse n'est plus impossible. Le second angle est économique, donc souvent moins visible. Un risque plus prévisible modifie la logique des flux. Transporteurs, commerçants, petites entreprises réévaluent leurs itinéraires, leurs stocks, leurs marges. La baisse des interruptions forcées évoquées par certains acteurs ne signifie pas que le danger disparaît. Elle signifie que l'on peut recommencer à planifier. Or, la planification est déjà une forme de reprise, parce qu'elle réduit le coût de l'incertitude et permet de rouvrir des circuits suspendus. Le troisième angle est celui des observateurs extérieurs, qui ressemble davantage à ce que voit le public à distance. Diplomates, analystes et institutions régionales sont forcés d'intégrer une variable nouvelle, un Burkina Faso capable d'imposer un tempo plus rapide. Certains y lisent une opportunité d'ajustement régional, d'autres une source potentielle de friction, mais tous comprennent que l'équation sahélienne change de paramètres. 2 gestes simples permettent au public de rester lucide, suivre la cohérence des délais et de la chaîne d'alerte, et observer si la prévisibilité des corridors progresse sans se déplacer ailleurs. Pour que la dynamique tienne dans le temps, une feuille de route doit survivre aux contraintes techniques et aux pressions régionales. Le dispositif décrit dans la source a montré un potentiel, mais sa continuité dépend d'étapes concrètes, mesurables et répétées. D'abord, stabiliser la chaîne logistique aérienne dans les prochains mois, équipes techniques, pièces, carburants spécialisés et routines de maintenance. L'objectif n'est pas d'augmenter symboliquement l'activité, mais d'éviter les trous opérationnels. La mesure la plus directe est la régularité des cycles. Moins de temps au sol non planifié, plus de disponibilité lors des heures sensibles. Ensuite, unifier définitivement les flux de renseignements sur un horizon proche. Données communautaires, images, détection thermique, observation de patrouilles. Il s'agit de protocoles standardisés et d'une interface de partage unique. On peut suivre les progrès par la réduction des angles morts et du délai entre signalement et décision avec un relevé régulier des temps de transit de l'information.
puis étendre la formation des unités locales en continu, parce que la vitesse ne tient pas sans savoir-faire. Patrouilles, opérateurs, coordinateurs doivent maîtriser l'alerte, le marquage et la liaison. La montée en compétences se lit dans la qualité des signalements et dans la diminution des erreurs de coordination lorsque la pression augmente. En parallèle, renforcer une coordination régionale pragmatique afin que les corridors d'évasion ne se déplacent pas simplement d'une frontière à l'autre. Cela passe par des mécanismes de partage d'alerte et une lecture commune des risques. Un indicateur utile est la cohérence des réponses et la baisse des zones grises. Enfin, installer un mécanisme d'évaluation trimestriel. Délai, couverture des secteurs critiques, réactivité communautaire. C'est ce suivi qui permet au système, impulsé sous Ibrahim Traoré, de rester aligné sur sa logique centrale, compresser le temps sans se laisser épuiser. Le retour au terrain, là où les premiers signaux ont été perçus, éclaire la portée humaine de cette transformation. Les villages qui servaient de capteurs d'alerte, les patrouilles qui parcouraient des corridors poussiéreux et les éleveurs attentifs aux mouvements lointains composent désormais un paysage un peu différent. Rien n'a l'éclat d'une victoire proclamée, mais quelque chose change dans la respiration quotidienne. Une route reprise, un signal transmis plus vite, une hésitation qui se réduit parce qu'une réponse devient crédible. Ce souffle discret renvoie à ce que beaucoup avaient sous-estimé, la capacité d'un État à reconfigurer sa relation avec le danger lorsqu'il contrôle enfin le tempo. Les hélicoptères ne sont qu'un signe visible. Le cœur est ailleurs, dans la cohérence d'une chaîne qui relie l'observation, l'alerte et l'action, et qui tient tant qu'elle reste courte. C'est dans cette cohérence que la doctrine associée à Ibrahim Traoré prend tout son sens. Elle transforme la vitesse en ancrage, et l'initiative en ressource collective. Une idée s'impose alors, simple, tenace. La sécurité n'est pas un état, mais un mouvement. À la fin, ce récit ne parle pas seulement d'un dispositif militaire. Il parle d'un changement de rythme, donc d'un changement de pouvoir, qui dicte la cadence, qui subit l'intervalle, qui parvient à rendre l'incertitude moins paralysante. Dans un espace où les frontières semblent parfois se dissoudre, la transformation la plus décisive n'est pas toujours celle qui fait du bruit, c'est celle qui raccourcit la boucle entre un signal et une réponse jusqu'à modifier des comportements ordinaires. Si l'on veut suivre cette évolution avec lucidité, il faut éviter deux réflexes. Le premier consiste à confondre vitesse et solution définitive, le second consiste à réduire la dynamique à un seul outil alors que la source insiste sur une structure. Communauté, renseignement, décision, continuité. Observer cette structure, c'est déjà comprendre ce qui peut tenir, fléchir ou se déplacer. Pour continuer l'analyse, la discussion reste ouverte. Quels indicateurs permettraient, selon vous, de savoir si ce tempo devient durable ou s'il n'est qu'une parenthèse sous contrainte ?